Lors de la réunion familiale concernant le testament, mes parents ont dit, tu es la personne responsable. Tu t'occuperas de ton frère quand nous ne serons plus là, mais cela ne veut pas dire que tu auras une part. Ils avaient planifié ma vie en tant qu'aidant sans me demander mon avis. Je n'ai pas contesté. J'ai juste posé une question sur la page arrachée dans le dossier de papa. Son stylo a heurté le sol. Je m'appelle Claire Whitmore. J'ai 32 ans. Revenons 3 semaines en arrière, un mercredi de novembre. Je vis seul dans un 2 pièces à Burlington, dans le Vermont. Le genre d'immeuble où les radiateurs cliquaient en hiver et où les fenêtres laissent entrer l'odeur du lac en été. Je suis infirmière gestionnaire de cas à l'hôpital régional de Burlington. Mon travail consiste à élaborer des plans de soins pour des patients qui ne peuvent pas tout à fait se défendre eux-mêmes. Des patients âgés avec 3 mutuelles différentes. Des adultes souffrant de troubles du développement dont les parents vieillissent. Des enfants atteints de maladies chroniques dont les familles se noient sous la paperasse. Je lis des documents pour gagner ma vie. Je remarque ce qui y manque. Ce détail aura son importance plus tard. Sur le comptoir de ma cuisine se trouve un classeur plastifié pour les patients que j'emporte à chaque visite à domicile. À côté, un carnet Moleskine noir que je transporte depuis l'école d'infirmière. Je note tout. Les changements de traitement de mes patients, ma liste de courses, les mots exacts que mes parents prononcent lors des dîners de famille. J'ai commencé à faire cela à 22 ans. Mon frère s'appelle Owen. Il a 27 ans, soit 5 ans de moins que moi. Il est atteint d'un autisme à haut niveau de fonctionnement. Ce que les médecins appellent aujourd'hui le niveau 1. Il a été diagnostiqué à l'âge de 4 ans, alors que j'en avais 9. Je me souviens encore de la salle d'attente. L'odeur des vieux magazines touchés par trop de mains. Une odeur de nettoyant au citron sur fond de quelque chose de plus acide en dessous. Une boîte de jouets en plastique dans un coin avec lesquels personne ne jouait. Owen vit dans une petite maison d'une chambre au bout de la rue de mes parents. Il travaille à temps partiel comme employé de mise en rayon au supermarché Anaphore de Midbury depuis 4 ans maintenant. Il y va à vélo pendant les mois chauds et m'envoie par message une photo chaque fois qu'une nouvelle marque de céréales apparaît dans le rayon 6. Il n'est pas la personne que mes parents décrivent au reste de la famille, à nos cousins, à l'église ou aux voisins qui apportent des courgettes en août. Mes parents décrivent Owen comme s'il était encore un enfant, un homme qu'on ne peut pas laisser seul devant une cuisinière, qui ne peut pas gérer son propre argent et qui ne peut pas survivre sans un gardien attitré. C'est la version d'Owen qu'ils vendent au monde. L'Owen que je connais se souvient de chaque anniversaire dans la famille élargie. Il tient un budget papier dans un petit carnet à spirale. Il a même corrigé ma consommation de sodium à Thanksgiving. Mes parents sont Howard et Eleanor Whitmore. Mon père a été ingénieur mécanicien à l'usine General Electric de Burlington pendant 31 ans. Il a pris sa retraite il y a 5 ans. Il porte la même paire de chaussures en cuir marron tous les dimanches et signe chaque carte de vœux de Noël avec le même stylo, un Mont Blanc que ma mère lui a offert pour leur 10e anniversaire. Ma mère a enseigné en classe de CE2 à l'école élémentaire de Midbury pendant 28 ans avant de prendre sa retraite. Elle fait partie du conseil paroissial de l'église épiscopale Saint-Stephen. Elle dirige la collecte de biscuits de Noël. C'est la femme que tout le monde en ville qualifie de « mère si charmante ». Ils vivent dans une maison coloniale blanche aux volets verts, dans une rue où chaque maison possède une balançoire de Porsche et où chaque voisin sait quand vous changez vos haies. Au-dessus du buffet de la salle à manger est accrochée une photo dans un cadre argenté mince, nous 4 à la maison du lac, durant l'été 2010. J'ai 17 ans, je tiens l'épaule d'Owen alors qu'il plisse les yeux sous le soleil. Mes parents se tiennent derrière nous, souriant, comme si la maison du lac avait toujours été la leur. Je reviendrai sur cette photo. Le 15 octobre de cette année, mon père a envoyé un message groupé à Owen et à moi. On pouvait y lire « Réunion de famille pour le testament ». Samedi 29 novembre, 13h. À la maison. Important. Soyez à l'heure. C'était tout. Pas de sujet, pas d'ordre du jour, aucune mention d'un avocat. Je l'ai lu 2 fois. J'ai posé le téléphone face contre terre sur le comptoir de ma cuisine. J'ai versé un verre d'eau. Je savais que quelque chose n'allait pas 3 semaines avant cette réunion. Il y a une phrase que mon père me répète au moins une fois par an depuis que j'ai 17 ans, Claire est la personne responsable. Il l'a dit le matin où j'ai obtenu mon permis de conduire, dans le parking de la préfecture, avec la carte plastifiée encore chaude dans ma main.
Il l'a dit lors de ma remise de diplôme au lycée devant le directeur et 3 de mes professeurs. Il l'a dit à ma remise de diplôme universitaire, lors de ma cérémonie de remise des insignes d'infirmière, à chaque Thanksgiving, à chaque Noël. Toujours avec sa paume à plat sur mon épaule, toujours avec sa voix posée juste assez bas pour ressembler à un compliment. Sa main sur mon épaule, c'était ça. Cette main était lourde. Elle ne bougeait pas. Elle disait à tout le monde dans la pièce que je lui appartenais. Ce n'était pas un éloge. C'était une mission. La première fois que j'ai compris que c'était une mission, j'avais 9 ans. Nous étions sur le parking du cabinet du pédiatre du développement à Burlington, à l'automne 2002. Owen avait 4 ans. Et venait de recevoir son diagnostic. Ma mère pleurait sur le siège avant, la portière ouverte, un pied sur l'asphalte, serrant l'enveloppe Kraft contenant les documents médicaux comme s'il s'agissait d'un animal mouillé. Mon père se tenait près du pare-chocs arrière, sans pleurer, en regardant le bâtiment. Il s'est retourné et m'a regardé. « Claire, a-t-il dit, ta mère et moi allons avoir besoin de ton aide avec ton frère. » J'ai hoché la tête. J'avais 9 ans. J'aurais hoché la tête à n'importe quoi pour que ma mère arrête de pleurer. « Tu es une bonne fille, a-t-il dit. Certains enfants sont faits pour de grandes choses. D'autres sont faits pour s'occuper de ceux qui font de grandes choses. Toi et moi, nous sommes de la deuxième catégorie. Nous aidons. Je me souviens de l'odeur du parking, de feuilles mouillées et d'essence. Pendant les 13 années suivantes, chaque décision importante de ma vie a pris racine dans cette phrase. À 12 ans, je voulais faire de la gymnastique. J'avais découpé le formulaire d'inscription au dos d'une brochure de la MJC et je l'avais transporté dans mon sac à dos pendant 3 jours, plié en un carré de plus en plus petit. Mon père n'a pas dit non. Il m'a simplement rappelé pendant le dîner qu'Owen sortait de l'école à 14h50, que personne d'autre ne pouvait aller le chercher, et que les enfants de 7 ans en novembre attrapaient froid très vite. Je n'ai plus jamais déplié le formulaire. Je l'ai jeté derrière le garage pour que ma mère ne le trouve pas dans la poubelle. À 14 ans, le conseiller d'orientation m'a remis une brochure sur un programme d'été de biologie marine sur la côte du Maine. Des bassins de marée, des dortoirs, une ligne d'attribution de bourses tout en bas à l'encre bleue. Je l'ai rapporté à la maison et posé sur la table de la cuisine à côté du café de ma mère. Elle l'a lu. Elle a souri, ce petit sourire prudent qu'elle utilise lorsqu'elle s'apprête à décevoir quelqu'un en douceur. Oh, ma chérie, en août c'est la maison du lac. Nous allons toujours à la maison du lac. Owen le remarquerait. Elle a fait glisser la brochure à l'autre bout de la table. Les bassins de marée sur la couverture étaient turquoises. Le rond de café qu'elle avait laissé sur le coin séchait déjà, devenant marron. Je n'ai pas rempli la demande d'inscription. À 16 ans, je suis rentré de l'école et j'ai trouvé Owen assis sur les marches du porche sous la pluie parce que personne n'était allé le chercher. Il avait 11 ans. Il était confus, il était trempé. Je l'ai séché, je lui ai préparé de la soupe et je n'en ai rien dit à mes parents. C'est cette année-là que j'ai commencé à tout noter. Mon tout premier carnet Moleskine. Couverture noire, bande élastique. À l'intérieur de la couverture, j'ai écrit mon nom et la date au stylo, septembre de mon année de première. La première note comportait 3 mots, Owen sur les marches. J'ai toujours ce carnet dans une boîte à chaussures sur l'étagère de mon placard. À l'âge de 17 ans, mon père avait transformé cette phrase en stratégie. Il a arrêté de dire « nous aidons ». Il a commencé à dire « Claire est la personne responsable », toujours devant quelqu'un. Un parent appuyé contre le buffet à Thanksgiving. Un voisin sur le porche en août. Un enseignant lors de la réunion parents-professeurs, hochant lentement la tête comme le fait un adulte à qui l'on vient de dire quelque chose qu'il répétera. Toujours avec cette même main sur mon épaule, toujours avec cette voix basse et chaleureuse qui, enregistrée, ressemble à de l'amour. Il est difficile de contester des éloges publics. C'est encore plus difficile quand on a 17 ans et que vos parents ont passé 8 ans à vous décrire au monde comme le genre de fille qui ne discute pas. À ce stade, la description a fait le travail pour eux. Les voisins y croient. Les enseignants y croient. Vous y croyez vous-même. Vous vous surprenez à hocher la tête quand quelqu'un vous le répète à l'épicerie. Vous devenez la phrase. Le matin de mon 18e anniversaire, mon père a fait glisser une carte sur la table du petit déjeuner. Enveloppe blanche, mon nom écrit dans son écriture d'ingénieur soigné, chaque lettre de la même hauteur, chaque espace d'une régularité parfaite.
À l'intérieur de la carte se trouvait un chèque de $200 et une seule ligne écrite, « Maintenant, ton vrai travail commence ». Pas de point d'exclamation, pas de signature en dessous, juste cette ligne centrée à l'intérieur, comme il centrerait un titre sur un plan de construction. J'ai remis la carte dans l'enveloppe. J'ai mis l'enveloppe dans le tiroir où ma mère rangeait l'argenterie. J'ai mangé mon toast. Je n'ai pas demandé quel travail. Je savais quel travail. La maison du lac était l'endroit où la mission ressemblait le plus à des vacances. Elle se trouve sur une propriété de 28 acres sur la rive ouest du lac Champlain. Une petite maison en bardeaux de cèdre grisé par le temps. Un ponton qui grince en août. Une balançoire en corde que mon grand-père avait nouée lui-même à l'été 73. La cuisine a un comptoir en formica vert bouteille et une seule fenêtre qui donne directement sur l'eau. Le matin, cette fenêtre encadre tout le lac. Le soir, elle encadre le coucher du soleil. Chaque été de mon enfance, nous y allions ensemble dans la buick de mon père. Ma mère préparait des sandwichs au thon dans du papier ciré. Mon père rangeait ses cannes à pêche dans leur étui en toile. Owen emportait le même ours en peluche marron dans le même sac à dos en velours rouge, année après année, jusqu'à ses 13 ans, âge auquel il a discrètement rangé l'ours sur une étagère de sa chambre sans jamais en parler à personne. On me répétait chaque année que la maison du lac appartenait à toute la famille. On me le disait comme on énonce un fait météo. Je n'ai jamais entendu le mot « fiducie ». Je n'ai jamais entendu le mot « irrévocable ». Je n'ai jamais entendu le nom de Theodore Whitman. On me disait plutôt que ma grand-mère l'avait donné à vos parents il y a longtemps. L'histoire était toujours la même. Les pronoms étaient toujours les mêmes. Le verbe était toujours au passé, donné, réglé, classé. Je l'ai cru. Owen aussi. Mai 2015, sur la pelouse de l'Université du Vermont. En fin d'après-midi, le genre de lumière qui fait que tout le monde en toge noire a l'air à la fois photogénique et malhonnête. Je venais de traverser la Seine avec mon diplôme d'infirmière. J'avais un poste qui m'attendait à l'hôpital régional de Burlington. Orientation gestion de cas, avantages sociaux complets, début du contrat 2 semaines plus tard. Mon père se tenait à mes côtés sur l'herbe et me serrait la main pour la photo. Une longue poignée de main pour l'appareil. Puis il s'est approché de moi. Il sentait l'après-rasage et l'intérieur de la buick. Maintenant tu es proche, Claire, m'a-t-il dit à l'oreille. Maintenant tu pourras être là pour lui. Il ne parlait pas de Burlington. Il parlait des 45 minutes de route vers le sud sur la route 7 pour aller à Midbury. Il parlait de chaque samedi pour le reste de ma vie. J'ai souri pour la photo. J'avais mal aux mâchoires à force de sourire. Cette nuit-là, j'ai conduit jusqu'à mon nouvel appartement. J'ai déballé un carton. Je me suis assise sur le matelas nu, mon carnet Moleskine ouvert sur mes genoux, et j'ai écrit une ligne, il pense que je suis revenu pour lui. Je suis revenu pour l'hôpital. J'ai refermé le carnet. Je suis restée assise dans le noir pendant un long moment. C'était un mensonge. Je savais que c'était un mensonge au moment même où je l'écrivais. Je n'étais pas revenu pour l'hôpital. J'étais revenu parce que le Vermont était le seul endroit que je connaissais. Parce qu'Owen y vivait. Parce qu'une partie de moi, celle que mon père avait façonnée pendant 16 ans, croyait encore que je devais à mon frère des heures, des jours, des week-ends, un avenir, et que la seule adresse honnête pour cette dette se trouvait à 45 minutes de route. Et puis, une simple invitation à prendre le thé a tout changé. L'août où j'ai commencé mes études d'infirmière, j'ai déménagé. J'avais 22 ans. L'appartement était sur Pearl Street, 2 pièces au-dessus d'un pressing avec une fenêtre donnant sur le drive-in du Dunkin' Donuts. La première nuit, je me suis assise sur le matelas, lumières éteintes, et j'ai écouté. Le radiateur cliquetait. Une voiture tournait au ralenti dans la file du Dunkin'. Quelqu'un 2 étages plus haut regardait un match de baseball. Rien de tout cela n'était pour moi. Rien de tout cela ne me concernait. Personne ne venait frapper à ma porte à 23h45 pour me demander où était le jus d'orange. Personne ne planifiait le dîner à 18h15 pile. Personne ne se brossait les dents trop fort de l'autre côté du mur. Ce dernier point, c'était Owen. Owen se brossait les dents comme s'il ponçait du bois. J'ai commencé à pleurer vers minuit. Je ne savais pas que j'allais le faire. Il m'a fallu le reste de cette première année pour comprendre ce que ces pleurs signifiaient.
Ce n'était pas de la solitude. C'était le bruit de la brosse à dents de mon frère qui manquait. Il me manquait. Mes parents ne me manquaient pas. Ce sont deux phrases différentes. Elles n'appartiennent pas à la même famille. Mon père n'avait pas voulu que je déménage. Il avait proposé de transformer le grenier en suite privée. 2 fois. À chaque fois de l'autre côté de la table de la cuisine, à chaque fois avec un crayon déjà à la main et un croquis à moitié dessiné sur une serviette. Il avait proposé à 3 reprises de construire quelque chose derrière le garage, un studio, un chalet, une petite maison avec ma propre porte d'entrée, afin que l'ingénieur en lui résolve le problème de sa fille voulant s'en aller. Aucune de ces offres n'était formulée comme un service qui m'était rendu. Chacune d'elles était présentée comme un service pour Owen. Il a l'habitude que tu sois là. Mon père disait qu'il s'adapterait. J'ai dit qu'il l'avait fait. Mes parents, non. Dès la 3e année dans cet appartement, ma mère avait instauré une routine téléphonique comme d'autres entretiennent un jardin. Chaque dimanche à 18h30, le téléphone sonnait. Toujours 18h30. Jamais 18h28. Jamais 18h33. Elle appelait depuis la cuisine après la vaisselle, avec le ronronnement du lave-vaisselle en arrière-plan. Je l'entendais à travers le combiné, ce rythme industriel d'une maison à laquelle j'avais échappé. Elle parlait pendant 45 minutes. Elle me demandait comment se passaient mes gardes, quel temps il faisait à Burlington. Et puis, systématiquement vers la 20e minute, elle mentionnait Owen. Un rendez-vous chez le médecin cette semaine, une petite saute d'humeur au dîner mardi, une remarque qu'il avait faite sur le fait que je lui manquais. Puis, avec détachement, de la même manière qu'on passe le sel, tu pourrais descendre ce week-end? Pendant 2 ans, je suis descendu presque tous les week-ends. Quand j'ai commencé à dire non, les appels ont changé. Ils sont devenus plus longs, plus silencieux. Sa voix descendait dans le registre qu'elle utilisait pour les enterrements, je pense simplement que ton frère ne comprend pas pourquoi tu ne veux pas être ici. Elle disait toujours, être ici. Pas, venir en visite, pas, le voir. Être ici. 2 mots. Une porte censée ne s'ouvrir que dans un seul sens. À 28 ans, mes parents ont commencé à utiliser mon propre carnet d'adresses contre moi. J'envoyais un message à Allison pour lui dire que je ne pouvais pas venir à son week-end à Boston à cause d'une garde à l'hôpital, et dans les 2 heures qui suivaient, ma mère me transférait une capture d'écran de la réponse d'Allison, pas de problème. J'espère que le travail se passera bien, avec 3 mots ajoutés en dessous de sa propre plume, Owen espérait aussi. Pas de ponctuation, pas de formule de politesse, juste cette phrase suspendue là. Si je mentionnais à un ami que j'avais passé un long week-end dans le Maine, mon père m'appelait dans la semaine. Il me disait très négligemment que Madame Peterson avait pris de mes nouvelles au rayon traiteur de chez Anaphore et qu'il n'avait pas su quoi lui répondre. Claire, il me décrivait à toute la ville. Il me décrivait comme absente, comme ingrate, comme la fille qui prenait ses vacances pendant que son frère restait assis à la maison. Cette narration fonctionnait dans les 2 sens. La ville entendait leur version. Ma version, elle, n'avait nulle part où atterrir. J'ai commencé à remarquer la forme de tout cela, le timing, la formulation, les petites expressions qui me revenaient par d'autres bouches. J'ai commencé à les noter aussi. À la fin de l'année 2023, j'avais arrêté d'aller chez mes parents pour le réveillon de Noël. Je conduisais là-bas le matin de Noël à la place. Je mangeais la même dinde sèche à la même table de salle à manger. Je buvais exactement un verre de vin. Après le déjeuner, j'enfilais mon manteau sans l'annoncer et je demandais à Owen s'il voulait marcher jusqu'au lac à la lisière de la propriété. Et disait toujours oui. Nous prenions toujours le même chemin à travers les pommiers sans feuilles. Nous nous arrêtions toujours sur le même rocher plat au bord de l'eau. Je rentrais toujours à Burlington avant que les plats de résistance ne soient servis à 18h. Ma mère a commencé à m'attribuer une nouvelle place. Toujours la même chaise. Toujours à la gauche d'Owen. Toujours le siège le plus éloigné du bout de la table où mon père trônait avec le couteau à découper et dirigeait la conversation devant lui. La conversation montait vers lui. Elle ne redescendait pas vers moi. J'étais assise sur ma chaise, je coupais la viande d'Owen sans qu'on me le demande, comme je le faisais depuis qu'il avait 8 ans, et je regardais le candélabre en argent projeter mon faible reflet sur le bois poli. Ce n'était pas une place à table. C'était le plan de table d'une corvée. L'hiver dernier,
Owen vivait dans sa propre petite maison au bout de la rue de mes parents depuis 2 ans et demi. Il avait 26 ans. Il mettait des produits en rayon chez Anaphor 4 jours par semaine. Il se rendait au travail à vélo pendant les beaux jours et à pied quand il faisait froid. Il tenait son budget papier dans son carnet à spirale. D'après tous les critères médicaux que je pouvais trouver et j'en ai lu, des dossiers médicaux, il s'en sortait très bien. Mes parents continuaient de raconter à la famille qu'il était en difficulté. Ils disaient à l'église qu'il était fragile. Ils disaient aux cousins qu'on ne pouvait pas le laisser seul devant une cuisinière. Il disait aux voisins qui apportaient des courgettes en août qu'il avait besoin de sa sœur restée 45 minutes plus au nord. Il disait au monde qu'il avait besoin de moi. Et chaque dimanche à 18h30, le téléphone sonnait dans ma cuisine à Burlington. À l'autre bout, ma mère décrivait un frère que je ne reconnaissais pas. Puis, en novembre, Owen a dit quelque chose qui ne collait pas. Une petite question avant de continuer. Y a-t-il déjà eu quelqu'un dans votre famille qui a été couronné comme la personne responsable, pour pouvoir être discrètement exploité? Dites-le moi dans les commentaires. Je veux savoir si je suis la seule à avoir vécu sous ce titre. Le 5 novembre de cette année, un mercredi, j'étais assise en face d'Owen au Carol's Café à Millbury. C'est un petit café sur Main Street avec des tasses dépareillées et une ardoise qui annonce la soupe du jour avec une écriture soignée de bibliothécaire. Owen avait fini son service chez Anaphor. Il était venu à vélo. Il mangeait un scone aux myrtilles de la manière précise et méthodique qui lui est propre pour presque tout, un quart à la fois, jamais 2 bouchées consécutives. Il me parlait d'une nouvelle étiquette sur le rayon du lait. Puis il s'est arrêté, comme il le fait parfois au milieu d'une phrase, et m'a regardé. Claire, a-t-il dit, maman a dit que tu allais t'occuper de moi pour toujours, c'est vrai? Je n'ai pas posé ma tasse. Je n'ai pas scié. Qu'est-ce qu'elle a dit exactement, Owen? Il a réfléchi attentivement. Il réfléchit toujours attentivement. Elle a dit que quand elle et papa ne seraient plus là, tu serais responsable de moi. Elle a dit que tu voulais que ce soit Wissa. Elle a dit que cela avait été décidé il y a longtemps. J'ai gardé le même visage que lorsqu'il avait commencé à parler. Quand a-t-elle dit ça, ai-je demandé. Cet été, à la maison du lac, juste une fois. Il a bu une longue gorgée d'eau et a compté sur ses doigts. 5 fois, je crois, peut-être 6. Je lui ai demandé si papa l'avait dit aussi. Et a hoché la tête une fois. Je lui ai demandé ce qu'il avait répondu. J'ai dit d'accord, a dit Owen. Je dis toujours d'accord. Je suis rentré à Burlington ce soir-là, chauffage à fond et radio éteinte. Je n'ai pas appelé ma mère. Je n'ai pas appelé mon père. Je suis allé dans mon appartement, je me suis assise par terre à côté de mon canapé et j'ai ouvert mon carnet Moleskine noir. J'ai écrit, Owen a dit 5 fois, peut-être 6. En dessous, j'ai écrit, elle a dit que tu voulais que ce soit comme ça. Je suis restée assise là pendant un long moment. 10 jours plus tard, je suis allé chez ma grand-mère pour prendre le thé. Ma grand-mère s'appelle Constance Whitmore. Elle a 82 ans. Elle vit dans une maison blanche en clin sur Seymour Street à Millbury, à 2 rues de la place du village. La maison a été construite en 1820. Son mari, mon grand-père, est mort quand j'avais 11 ans. Elle conduit toujours. Elle me bat encore au rami. Elle ne reçoit pas souvent mes parents. Je ne sais pas exactement quand mon père et sa mère se sont éloignés. Je me souviens vaguement que cela avait un rapport avec la façon dont mon père avait géré la succession de son propre père. Pendant un an, vers mes 20 ans, personne ne mentionnait ma grand-mère lors des dîners de famille. Cette visite de courtoisie a eu lieu un samedi de la mi-novembre. Je lui avais apporté une boîte de sablés de la boulangerie de Pearl Street. Elle a préparé du thé dans sa théière Wedgwood, celle qu'elle utilise toujours, celle qui a une ébréchure sur le bec verseur. Nous avons parlé de choses ordinaires pendant un moment, sa hanche, sa mangeoire pour oiseaux, un cousin dans le Maine. Puis elle a posé sa tasse avec soin et a dit, « Est-ce que tes parents font toujours semblant que la fiducie du Vermont n'existe pas ?» Je n'ai pas répondu. Je ne le pouvais pas sur le coup. Elle m'a observé comme elle observe tout le reste. Elle avait prononcé ces mots comme on utilise un terme qu'on suppose que l'autre connaît déjà. Je suis désolé, ai-je dit. Quelle fiducie? Elle s'est interrompue. Elle m'a regardé par-dessus ses lunettes. L'horloge de la cuisine faisait son tic-tac. Oh, Claire, a-t-elle dit.
Elle m'a versé un peu plus de thé. Elle n'a plus rien dit à ce sujet cet après-midi-là. Elle a changé de sujet pour parler de la chorale de l'église. Elle m'a accompagné à ma voiture quand je suis parti. Elle m'a embrassé sur la tempe sur le pas de la porte. Je suis rentré par la route 7. Les feuilles étaient tombées. Les arbres se détachaient en noir sur le ciel de novembre. Je n'ai pas allumé la radio. Je me suis garé devant mon immeuble et je suis resté assise dans ma voiture pendant 20 minutes avant de monter. Dans mon appartement, j'ai ouvert le placard de mon couloir. J'ai descendu une boîte en carton contenant de vieux papiers d'école auxquels je n'avais pas touché depuis 8 ans. Je l'ai parcouru page par page. Je cherchais n'importe quoi venant de ma grand-mère, des cartes, des lettres, une photo. Près du fond de la boîte, j'ai trouvé une carte de Noël datant de mes 10 ans. La carte contenait une petite enveloppe commerciale glissée à l'intérieur. L'enveloppe était adressée à mes parents avec l'écriture de ma grand-mère. L'adresse de l'expéditeur indiquait Whitman & LLP, planification successorale, Burlington, Vermont. L'enveloppe était vide, mais le nom qui y figurait était le même que celui que ma grand-mère avait prononcé sur son porche quand j'étais enfant. Un nom auquel je n'avais pas pensé depuis 20 ans, Theodore Whitman. J'ai refermé la boîte. Je me suis assise à la table de ma cuisine. J'ai ouvert mon carnet Moleskine. J'ai écrit Theodore Whitman. Whitman & Burlington. En dessous, j'ai écrit, elle a dit ce mot comme si c'était quelque chose que je devais déjà savoir. J'ai appelé le cabinet à 9 h le lundi matin suivant. La réceptionniste était d'un certain âge. Sa voix était chaleureuse. Je lui ai donné mon nom et le nom de ma grand-mère, et j'ai demandé si M. Whitman pouvait se souvenir de quoi que ce soit concernant une affaire de succession Whitmore datant du début des années 2000. Elle m'a mise en attente pendant 2 minutes. Puis, une voix d'homme s'est fait entendre. Calme, typique de la Nouvelle-Angleterre, posée, claire. Je me demandais quand vous appelleriez. Je me suis assise à ma table de cuisine. J'ai mis le téléphone sur haut-parleur. J'ai ouvert le Moleskine à une page vierge. Monsieur Whitman, ai-je dit. Je suis désolé. Je ne sais pas comment formuler cela. Ma grand-mère a mentionné une fiducie. Je n'en sais absolument rien. Il y eut un léger soupir à l'autre bout du fil. Claire, dit-il, votre grand-mère a créé une fiducie irrévocable à votre nom le 4 juin 2003. À l'époque, les actifs comprenaient sa propriété du lac Champlain et un portefeuille de valeurs mobilières. Vous avez été désigné comme l'unique bénéficiaire. Vos parents ont été nommés cofiduciaires jusqu'à ce que vous atteigniez l'âge de 35 ans. J'ai noté la date. Puis j'ai écrit mon propre âge en 2003 à côté, 10 ans. Je lui ai demandé ce que contenait la fiducie aujourd'hui. Il m'a donné la valeur au dernier trimestre. Il a prononcé le chiffre 2 fois, une fois lentement, une fois à vitesse normale, comme le font les médecins pour s'assurer qu'un patient s'en souvienne, 2,4 millions de dollars, à peu de choses près, entre la maison du lac et le portefeuille. Je n'ai rien dit pendant un moment. Monsieur Whitman, ai-je fini par dire, est-ce que mes parents savent que je ne sais pas? Il a répondu prudemment, j'imagine que oui, en effet. Je lui ai demandé de m'envoyer une copie de l'acte de fiducie. Il m'a dit qu'il me l'enverrait le lendemain par FedEx, accompagné de l'inventaire des actifs et du dernier rapport comptable annuel. Il a précisé que l'original était bien sûr dans le coffre du cabinet. Il a fait une pause, Claire, votre grand-mère est vivante, saine d'esprit et parfaitement au courant de cette conversation. Tout ce que vous déciderez de faire concernant cette fiducie, elle le soutiendra. Je lui ai dit que j'avais besoin de réfléchir. J'ai raccroché. Je suis resté assise à ma table. Je n'ai pas ouvert mon carnet pendant un long moment. Le colis est arrivé le lendemain après-midi. Une enveloppe FedEx sur le pas de ma porte. À l'intérieur se trouvait un classeur noir portant le nom du cabinet en relief sur la couverture. Je me suis assise par terre dans mon salon et j'ai lu. J'ai lu pendant 3 heures. J'ai lu l'acte de fiducie, l'inventaire des actifs, la désignation des fiduciaires, les clauses concernant la distribution à l'âge de 35 ans. J'ai lu la partie qui désignait la maison du lac propriété de 28 acres, parcelle D, référence cadastrale comme un actif de la fiducie. J'ai lu la partie stipulant que les fiduciaires avaient un devoir fiduciaire envers la bénéficiaire. J'ai lu la partie stipulant que toute distribution non autorisée constituerait une infraction. J'ai lu les noms, Howard Whitmore,
fiduciaire. Eleanor Whitmore, fiduciaire. Claire Elizabeth Whitmore, bénéficiaire. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai appelé personne. Je n'ai pas mangé. J'ai appelé Allison. Allison est ma cousine. Elle est la fille unique du frère cadet de mon père. Elle a 30 ans. Elle travaille comme assistante juridique principale dans un cabinet spécialisé en planification successorale à Boston, appelé Adley Pickering. Je ne lui avais jamais demandé de service professionnel de ma vie. Elle a décroché à la deuxième sonnerie. Je lui ai dit ce que je savais. Je lui ai lu des passages du classeur à voix haute. Elle m'a fait relire l'inventaire des actifs 2 fois. Elle m'a dit, Claire, je prends la route pour monter te voir dès demain. Elle est arrivée le mardi après-midi avec une sacoche d'ordinateur, 2 cartons de pizza d'une pizzeria de Cambridge et son propre dossier. Nous sommes restés assises à ma table de cuisine pendant 2 jours. La première chose qu'Allison a faite a été d'étaler l'acte de fiducie bien à plat sous la lampe. Elle a lu chaque page. Elle a pris des notes à l'encre verte. Elle m'a posé des questions sur la maison du lac, quand nous l'utilisions, qui avait les clés, quel nom figurait sur les avis de taxes foncières. Je ne savais pas quel nom figurait sur les avis de taxes foncières. C'est pas grave, a-t-elle dit. Je peux le trouver. Elle l'a extrait l'après-midi même des registres fonciers en ligne du comté d'Addison. La maison du lac avait été transférée à la fiducie en 2003. La fiducie détenait la propriété. Mes parents n'en avaient aucune propriété individuelle. Aucune. Les taxes avaient été payées depuis le compte de la fiducie depuis 2004. La chose suivante qu'Allison voulait examiner était les rapports comptables annuels. Le classeur en contenait 19, un pour chaque exercice financier depuis la création de la fiducie. Elle les a lus à l'envers. Elle a commencé par le plus récent pour remonter vers le plus ancien. Au bout du 3e rapport, elle s'est arrêtée. Elle a tourné l'écran de son ordinateur vers moi. Elle a pointé une ligne du doigt, Claire, dit-elle, regarde ça. La ligne indiquait un retrait du portefeuille en 2019 de $50 000. Le motif indiqué était « distribution discrétionnaire des fiduciaires ». Il n'y avait aucune signature de la bénéficiaire. Il n'y avait aucune trace d'un virement correspondant en ma faveur. Je n'avais jamais reçu le moindre centime de cette fiducie. Nous avons continué notre lecture. Nous avons trouvé un retrait de $38 000 en 2020. Un retrait de $42 000 en 2021. Un retrait de $26 000 en 2022. Un retrait de $19 000 l'année dernière. Allison a ouvert un tableur sur son ordinateur. Elle a saisi les chiffres. Elle a fait le total, $187 000. Elle m'a regardé de l'autre côté de la table, c'est un abus de confiance fiduciaire, a-t-elle dit. C'est passible de poursuite au civil. Et selon l'intention, c'est potentiellement pénal. J'ai refermé mon carnet Moleskine. Le 3e jour, Allison a demandé à voir les avenants. Je n'avais pas remarqué qu'il y en avait. Le classeur amène un onglet intitulé Avenants vers la fin. Je l'avais sauté parce que je pensais qu'il s'agissait de détails techniques, de correction de coquilles ou de mise à jour d'adresse de fiduciaire. Il y avait 2 avenants dans le classeur. Le premier datait de 2010. C'était une mise à jour de routine de l'adresse du fiduciaire secondaire. Le second était daté du 18 avril de l'année dernière. Il changeait le nom de l'unique bénéficiaire de Claire Elizabeth Whitmore à Owen Philip Whitmore. Allison a examiné la ligne de signature. Puis elle a sorti un dossier de sa propre sacoche et a posé 2 documents l'un à côté de l'autre. L'un était une copie de la page de signature originale de la fiducie de 2003. L'autre était la page de signature de l'avenant de l'année dernière. Elle est restée silencieuse un moment. Puis elle a tourné l'écran de son ordinateur vers moi et a zoomé. Claire, m'a-t-elle dit, regarde comment elle barre ses T. J'ai regardé. Le T de Constance sur le document de 2003 était barré d'un petit trait courbe ascendant vers la droite ou une fioriture que ma grand-mère utilisait pour signer depuis qu'elle était institutrice dans les années 60. Je l'avais vu sur toutes les cartes de Noël de ma vie. Le T sur l'avenant était barré d'une ligne horizontale parfaitement plate, comme une élève de CE2. La signature sur l'avenant n'était pas celle de ma grand-mère. C'était une contrefaçon. Allison s'est tournée vers moi. Claire, c'est l'écriture de ta mère. C'est Eleanor.
Le 3 décembre, un mercredi. J'ai demandé à Owen de me rejoindre au Carol's Café. Même box, même heure. Il est arrivé avec son coupe-vent bleu de chez Anaphor, celui qui a une petite tache de javel sur la manche. Il a posé son casque de vélo sur la banquette à côté de lui. Il a commandé un chocolat chaud et le scone aux myrtilles. Je n'avais pas dormi correctement depuis 2 semaines. J'avais un dossier dans mon sac, un script dans la tête et la peur au ventre que ce que j'allais dire ne brise mon frère. J'ai attendu qu'il commence à manger. Owen, ai-je dit, je dois te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu me répondes sincèrement, selon ce que tu ressens, pas selon ce que tu penses que je veux entendre. Il a levé les yeux vers moi. Il a posé sa fourchette. Il a croisé ses mains sur ses genoux. C'est ce qu'il fait lorsqu'il est pleinement attentif. D'accord, Claire. Est-ce que maman et papa t'ont déjà dit que je voulais m'occuper de toi pour le reste de ta vie? Il a réfléchi. Il a regardé l'ardoise qui indiquait la soupe du jour, veloutée de tomates. Oui. Est-ce qu'ils t'ont dit que c'était mon choix, que j'avais choisi cela? Oui. T'ont-ils dit de m'en parler? T'ont-ils demandé de l'évoquer? Il a pris une longue inspiration. Il m'a regardé de nouveau. Oui. Maman m'a dit de te le rappeler en septembre. Elle a dit, elle oublie parfois. J'ai eu envie de poser ma tête sur la table. Je ne l'ai pas fait. Owen, est-ce que tu veux que je sois responsable de toi pour le reste de ta vie? Il a regardé ses mains. Je ne veux pas non plus être responsable de toi. Il a esquissé son petit sourire, celui qu'il fait quand une situation est à la fois triste et drôle. Je ne veux pas de ça pour nous deux, Claire. Il a sorti son petit carnet à spirale de la poche de sa veste. C'est un carnet qu'il transporte partout pour ses horaires de travail, ses fiches de paie et l'entretien de son vélo. Il l'a ouvert à une page blanche. Il a tracé une ligne horizontale au milieu de la page. Il a écrit un mot en haut, choisir. Il a levé les yeux vers moi. Je veux choisir où je vis, dit-il. Je veux choisir à quelle heure je me lève. Je veux choisir ce qu'il y a dans mon frigo. Je veux garder mon travail. Je veux faire du vélo. Il a fait une pause. Je veux te voir les samedis, pas parce que j'y suis obligé. Mais parce que j'en ai envie. Il a tracé une seconde ligne. Puis il a écrit en majuscule sur le côté droit, pas un gardien de prison. Il a tourné le carnet vers moi. J'ai pris le carnet à 2 mains. J'ai regardé la ligne. J'ai lu la phrase 3 fois. Je n'allais pas fondre en larmes devant lui dans un café. J'ai pleuré plus tard dans ma voiture, sur le parking de la station Kimberland Farm sur la route 7, au nord de Vergennes. Pour le reste de notre discussion, je lui ai dit la vérité lentement, étape par étape. Je lui ai dit qu'il y avait une fiducie. Je lui ai dit que notre grand-mère l'avait créée quand j'avais 10 ans. Je lui ai dit que la maison du lac y était intégrée. Je lui ai dit qu'il y avait de l'argent dedans. Je lui ai dit que nos parents prenaient de l'argent de ce compte sans nous en parler à aucun de nous deux. Je lui ai parlé de l'avenant avec la signature falsifiée de notre mère. Je lui ai dit que nos parents avaient prévu de faire de lui l'unique bénéficiaire de cet argent et de faire de moi son aidante à vie, sans aucune part, sans terrain, sans avenir propre. Il a écouté comme il écoute tout le reste, les mains croisées, les yeux fixés sur mon visage, sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, il a dit une chose, ils t'ont dit que tu le voulais. Ils m'ont dit que tu le voulais. Il s'est arrêté. Je ne suis pas content de ça, Claire. C'était la phrase la plus forte que j'ai jamais entendue de la bouche de mon frère. Je lui ai demandé s'il serait d'accord pour assister à une seconde réunion que M. Whitman allait organiser. Je lui ai dit que ma grand-mère et Allison y seraient. Je lui ai dit que maman et papa y seraient aussi. Je lui ai précisé qu'il n'aurait pas à prendre la parole. Il m'a regardé pendant un long moment. Je viendrai, a-t-il dit. J'aimerais porter mes vêtements d'entretien d'embauche. Ces vêtements d'entretien sont une chemise grise boutonnée qu'il a achetée lors de la braderie des uniformes Anaphor il y a 4 ans, et un pantalon bleu marine qu'il garde bien repassé dans une housse de placard. Je lui ai dit qu'il pouvait porter ce qu'il voulait. Nous avons fini le scone à 2. Il a pris une moitié, j'ai pris l'autre. Nous n'avons pas reparlé de la fiducie cet après-midi-là. Nous avons parlé d'oiseaux. Il avait vu un grand pic noir lors de son trajet à vélo le matin même. Il en était très enthousiaste.
Lorsqu'il est remonté sur son vélo pour rentrer chez lui, il s'est arrêté sur le pas de la porte. « Claire, je vais garder cette page de carnet, celle avec le mot choisir. C'est d'accord ? C'est à toi, Owen. D'accord, je veux me souvenir de ce qui y est écrit quand je les verrai. » Il est parti dans le froid. Je suis resté seul à table pendant 10 minutes après son départ. J'ai laissé un pourboire sur la serviette. J'ai marché jusqu'à ma voiture sur le parking. J'ai appelé Theodore Whitman, il veut venir, ai-je dit. J'enverrai la convocation demain, dit Theodore. Je n'ai rien dit d'autre. J'ai fait tout le trajet de retour vers Burlington en silence. Ce soir-là, j'ai écrit dans mon Moleskine, Owen a tracé une ligne. Il a écrit choisir. Il m'a rendu mes 22 ans. Le 7 décembre, un dimanche. Theodore Whitman a envoyé la convocation officielle ce matin-là. Des exemplaires papier par courrier recommandé avec accusé de réception à toutes les parties. Une réunion à son cabinet le samedi 13 décembre à 9h du matin. L'objet était décrit dans un jargon juridique comme un examen de l'administration de la fiducie et du statut des bénéficiaires. Participants, mes parents, moi-même, mon frère, ma grand-mère, ma grand-tante Adélaïde en tant que témoin, Alison en tant qu'assistante juridique responsable du dossier, un notaire public et un second avocat du cabinet. Theodore avait prévu une place pour chaque personne dans cette pièce. La convocation est arrivée chez mes parents à Midbury le lundi après-midi. Je sais à quelle heure elle est arrivée parce que ma mère m'a appelé à 16h12. J'ai laissé sonner. Elle a laissé un message de 40 secondes, utilisant la voix qu'elle réserve aux enterrements. « Claire, ma chérie, nous avons reçu quelque chose par courrier aujourd'hui qui n'a aucun sens. Ton père va t'appeler. S'il te plaît, réponds. Nous devons régler cela avant que ça ne s'envenime. » Je ne l'ai pas rappelé. Mon père m'a appelé à 18h30. Il n'a pas laissé de message. Il a rappelé à 20h15. Il n'a pas laissé de message. Il a rappelé le lendemain matin à 7h. Il n'a pas laissé de message. Je suis allé travailler. J'ai fait toute ma garde. Je suis rentré chez moi. J'ai préparé à dîner. Il s'est présenté à ma porte d'appartement à 19h42 le mercredi 10 décembre. Je ne l'ai pas fait monter par l'interphone. Il a sonné 2 fois. Il est resté dans le hall d'entrée pendant 9 minutes. Puis un voisin est arrivé avec des courses et lui a tenu la porte, comme on le fait toujours dans le Vermont. Il a frappé à ma porte. J'ai regardé par le Judas. Il portait son beau manteau, celui en laine grise. Il ne s'était pas rasé. J'ai ouvert la porte. J'avais également, avant d'ouvrir, activé l'application d'enregistrement vocal de mon téléphone dans la poche intérieure de ma veste. Le Vermont est un État où le consentement d'une seule partie suffit pour enregistrer. J'avais vérifié. « Papa, ai-je dit, je ne t'attendais pas, est-ce que je peux entrer, Claire ?» Je l'ai laissé entrer. Je ne lui ai pas proposé de thé. Nous nous sommes assis dans mon petit salon, lui sur le canapé, moi sur le fauteuil en face de lui, le téléphone dans ma poche qui enregistrait silencieusement. Il n'a pas commencé par de la colère. Il a commencé par de la tristesse. C'est sa stratégie habituelle lorsqu'il veut obtenir quelque chose. « Claire, dit-il, ta mère est anéantie. Theodore Whitman est un ami de ta grand-mère. C'est un homme très vieux. Il confond beaucoup de choses. Il n'avait pas l'air confus au téléphone. Tu lui as parlé ? Oui. Il a pris une inspiration. Il a bougé sur le canapé. Son beau manteau a fait un léger froissement. Claire, cette fiducie a été créée quand tu avais 10 ans. Ta grand-mère était une autre femme à l'époque. Elle a eu des absences. Elle confond les noms. Tu ne devrais pas faire toute une affaire d'état d'un document auquel personne n'a pensé depuis 20 ans. Alison l'a lu. Un silence. Alison est de la famille. Elle aurait dû venir me voir. Elle est venue me voir. C'est moi qui lui ai demandé. Il a bougé à nouveau. Il a croisé ses mains. Il m'a regardé de la manière dont il regarde les voisins qui se garent légèrement sur sa propriété. Claire, je te demande, en tant que père, d'appeler Theodore vendredi matin et d'annuler cette réunion. Nous allons nous asseoir, toi, moi, ta mère, et nous allons tout examiner. Il n'y a aucune raison d'impliquer ta grand-mère. Aucune raison de faire venir un notaire.
Il n'y a aucune raison d'embarrasser notre famille. Il y a un avenant avec l'écriture de maman sur la ligne de signature de grand-mère. Il m'a regardé. Il n'a pas scié. Il a laissé le silence s'installer. Puis il a dit, du même ton qu'il avait utilisé sur le parking en 2002, « Claire, tu prends des décisions que tu ne comprends pas. Tu penses qu'un bout de papier signé par une femme sénile va te sauver. Ce n'est pas le cas. Cela va détruire ton frère. Est-ce que c'est ce que tu veux? Est-ce que c'est ce que tu as toujours voulu? » J'ai observé son visage. Je ne ressentais pas de colère. Je me sentais froide. « Papa, ai-je dit, tu as fini? Claire, je te demande de réfléchir à ce que tu fais. » C'est fait. Il s'est levé. Il a boutonné son manteau. Il a marché vers la porte. Il s'est arrêté, la main sur la poignée. Samedi va être un désastre pour cette famille, Claire. Samedi va être un samedi, papa. Il est parti. Il a fermé la porte doucement derrière lui. Je l'ai verrouillée. J'ai appuyé mon dos contre elle. J'ai sorti mon téléphone de ma veste. J'ai arrêté l'enregistrement. Je l'ai sauvegardé dans un dossier que j'avais créé le matin même au cas où. Le dossier s'intitulait Note pour Théodore. Il avait dit quelque chose qu'il ne savait pas que j'avais enregistré. Je vous dois le reste de la réunion du 29 novembre. L'introduction de cette histoire vous a montré le moment où le stylo de mon père a roulé de la table. Ce n'était pas la fin de cette réunion. C'en était la 3e minute. Laissez-moi vous ramener en arrière. J'avais conduit depuis Burlington ce matin-là sous la neige. La météo s'était trompée, la tempête était arrivée plus tôt. J'étais parti à 11 heures. J'avais pris la route 7 vers le sud en roulant lentement. J'avais le carnet Moleskine noir dans la poche de mon manteau, une copie de l'acte de fiducie dans une chemise Kraft sur le siège passager, et Allison sur haut-parleur pendant la seconde moitié du trajet. Elle me lisait l'inventaire des actifs à haute voix, ligne par ligne, pendant que je conduisais, la maison du lac, la référence cadastrale, le portefeuille, l'avenant, la contrefaçon. Je lui avais dit que je n'évoquerais pas l'avenant ce jour-là. Je lui avais dit que je voulais voir ce qu'il ferait d'abord. Prends des notes, avait-elle dit. Ne le dis pas à haute voix. Pousse-les à le dire eux-mêmes. Je me suis garé devant la maison coloniale blanche de mes parents à 12h58. La couronne de Noël était déjà sur la porte. Ma mère avait passé l'aspirateur. Il y avait un rôti dans le four. Mon père m'a accueilli sur le pas de la porte. Il m'a serré dans ses bras. Il ne m'a pas regardé en face. Owen était déjà là. Il portait ses vêtements d'entretien. Son vélo était dehors et son casque sur le porte-manteau. Nous nous sommes assis dans la salle à manger. Ma mère avait mis les couverts comme si nous allions manger. Il n'y avait pourtant pas de nourriture sur la table. Il y avait, en revanche, un dossier en cuir près du coude de mon père. C'était le même dossier qu'il utilisait pour les réunions de famille depuis toujours. Un portfolio en cuir bordeaux avec des coins en laiton. Il l'avait apporté à ma remise de diplôme au lycée. Il l'avait apporté aux réunions d'Owen pour son plan d'éducation personnalisé. Il l'avait apporté à la banque quand mon grand-père est mort. C'était l'accessoire de son autorité. Il l'a ouvert. Il a sorti 3 documents. Il les a alignés devant lui, face à lui. Il ne nous a pas montré ce que c'était. Claire, Owen, votre mère et moi discutons de l'avenir depuis longtemps. Nous voulons être transparents avec vous deux. Je n'ai rien dit. Owen a croisé ses mains. Mon père a lu le document du dessus. C'était un testament daté d'octobre de cette année. Il l'avait rédigé avec un avocat de Midbury nommé Carl Pellerin. Il léguait la maison familiale, la propriété du lac et tous les actifs liquides à Owen, pour être administrés par Howard ou Eleanor Whitmore en tant que fiduciaires successifs ou, en cas d'incapacité de leur part, par Claire Elizabeth Whitmore en tant qu'aidante désignée et fiduciaire au profit d'Owen Philip Whitmore. Il a lu les mots lentement. Il les a lus comme une prière, tu es la personne responsable, Claire. Tu t'occuperas de ton frère quand nous ne serons plus là, mais cela ne veut pas dire que tu auras une part. Ma mère a hoché la tête. Mon frère a fixé ses mains. J'ai regardé la main de mon père sur le dossier. J'ai remarqué le bord légèrement irrégulier d'une page qui avait été arrachée en haut de l'un des documents du dossier. Je l'avais remarqué dès qu'il avait ouvert le portfolio.
Je l'avais remarqué parce que j'avais passé 3 nuits à lire le document original et que je savais exactement quelle page manquerait dans une version falsifiée, l'inventaire des actifs, celui qui désignait la maison du lac, la référence cadastrale, le portefeuille, et moi. Papa, ai-je dit, qui avait-il sur la page que tu as arrachée de ce dossier? Il s'est figé. Ce fut un infime arrêt, un silence tout long pour être naturel. Le genre de pause que l'on ne surprend que chez quelqu'un qui a répété. Son stylo a roulé de la table. Le man blank. Il a produit un petit tintement en heurtant le plancher de bois. Il ne l'a pas ramassé. Le sourire de ma mère, celui qu'elle réserve aux annonces paroissiales, s'est éteint. Elle a regardé mon père, puis elle m'a regardé, avant de toucher l'épingle en perles sur son col. Claire, a-t-elle dit, je pense que tu te montres un peu dramatique. J'ai attendu. Je n'ai pas parlé. Mon père s'est ressaisi, il n'y a pas de page manquante, dit-il. Ce que tu regardes est un vieux dossier. Il y a des feuilles volantes d'autres réunions là-dedans. Tu t'imagines des choses. Alors est-ce que je peux voir le dossier, papa? Juste pour vérifier. Il ne l'a pas fait glisser de mon côté de la table. Il l'a refermé. Ma mère a tendu la main vers la mienne sur la nappe. Je l'ai laissé la prendre. Sa main était froide. Ma chérie, dit-elle, ton père a réfléchi à tout cela très attentivement. Il en parle avec Karl depuis des mois. Nous essayons simplement de faire en sorte qu'Owen soit en sécurité. C'est tout ce que c'est. Maman, ai-je dit, je ne conteste pas le fait qu'Owen doive être en sécurité. Je demande ce qu'il y avait sur cette page. Elle n'a pas répondu. Owen a levé la tête, Claire, a-t-il dit, tu veux que je lui demande? J'ai fait un très léger signe de tête négatif. Il a compris. Il a de nouveau croisé ses mains. Mon père a pris une longue inspiration. Il s'est levé, a boutonné son gilet et a ramassé son portfolio. Claire, a-t-il dit, je pense que nous devons faire une pause. Ta mère et moi ne nous attendions pas à ce genre d'énergie de ta part aujourd'hui. Nous nous réunirons de nouveau quand tu seras plus ouverte à la discussion. D'accord, papa. Il est allé dans la cuisine avec le dossier. Ma mère l'a suivi. Je suis resté à table avec Owen encore un instant. Il m'a regardé, il n'a pas ramassé le stylo, a dit Owen. Non, il ne l'a pas fait. Il ramasse toujours son stylo. Je sais. Je n'ai pas mangé de rôti. Je suis retourné à Burlington par la route 7 Nord sous la neige. Je me suis arrêté à la station Kimberland Farm de Vergennes. Je suis resté sur le parking, moteur allumé, et j'ai appelé Théodore. Je lui ai raconté ce qui s'était passé. Je lui ai parlé de la page arrachée. Je lui ai parlé d'Owen à table. Je lui ai parlé de la main de ma mère. Il a écouté. Il a pris des notes. J'entendais le mouvement de son stylo. Claire, dit-il, êtes-vous prête à organiser une réunion formelle à mon cabinet? Oui. Toutes les parties présentes, avec votre grand-mère, l'acte de fiducie original, la page de signature originale de l'avenant pour comparaison, un notaire et un second avocat comme témoins. Oui. Samedi 13 décembre, 9 h. J'enverrai la convocation officielle dimanche. Je lui ai parlé de mon frère, il veut venir. Il y eut un léger silence à l'autre bout du fil. Théodore n'est pas un homme qui montre ses émotions, mais j'ai perçu sa respiration, alors il doit venir, Claire. J'ai fait le reste du trajet jusqu'à chez moi en silence. Je ne voulais pas rompre ce silence la première. Le 13 décembre, samedi, 9 h. Le cabinet de Théodore est au 3e étage d'un immeuble en pierre sur Church Street à Burlington. La salle de conférence possède une longue table en chêne, un mur couvert de livres reliés en cuir que personne ne lit, et une seule grande fenêtre qui donne sur l'allée piétonne. Je suis arrivé à 8h30. Allison était déjà là avec son ordinateur et un classeur imprimé muni d'onglets verts. Théodore portait un costume anthracite, son alliance et sa cravate marron clair. La notaire, une femme de son cabinet nommée Helen Bowers, était déjà installée à sa table avec le sceau de notaire. La seconde avocate était Patricia Wells. Elle travaille au cabinet depuis 19 ans. Elle ne s'occupe pas de ce dossier, elle était là en tant que témoin indépendant. Ma grand-mère est arrivée à 8h45. Elle portait un manteau de laine vert et ses boucles d'oreilles en perles, et elle transportait sa propre théière Wedgwood dans un sac en toile.
Je lui ai demandé pourquoi elle avait apporté sa théière. Parce que je vais vouloir du thé, dit-elle. Adélaïde est arrivée derrière elle. Même manteau de laine, d'un vert légèrement différent. Elle m'a fait un signe de tête. Elle a fait un signe de tête à Allison. Elle s'est assise sur la chaise d'angle sans dire un mot. Elle a été silencieuse toute sa vie, Adélaïde ne gaspille pas ses mots. Owen est arrivé à 8h55. Il avait pris le bus depuis Midbury. Il portait ses vêtements d'entretien. Il avait son petit carnet à spirale à la main, ouvert à la page avec le trait tracé au milieu. Mes parents sont arrivés à 9h pile. Mon père portait le même manteau de laine grise que lors de sa visite à mon appartement. Ma mère portait la robe qu'elle met pour les enterrements. Son visage était déjà figé. Elle a vu ma grand-mère de l'autre côté de la pièce et sa main s'est immédiatement portée sur son épingle en perles. Nous nous sommes assis. Théodore en bout de table. Ma grand-mère à sa droite. Moi à côté d'elle. Owen à mes côtés. Allison à côté d'Owen. En face de nous, mes parents. Patricia Wells au bout opposé de la table. Helen Bowers à la table d'appoint avec le registre notarial. Adélaïde dans le coin. Théodore a ouvert un classeur noir. Nous sommes ici, dit-il, pour examiner l'administration de la fiducie irrévocable de la famille Whitmore datée du 4 juin 2003. Constituante, Constance Whitmore. Unique bénéficiaire, Claire Elizabeth Whitmore. Fiduciaire, Howard Whitmore et Eleanor Whitmore. Fiduciaire successif désigné, Theodore Whitman. Mon père n'a pas bougé. Ma mère a touché son épingle en perles. Mon père a ouvert son portfolio, en a sorti une simple feuille de papier et l'a posée sur la table. Théodore, dit-il, ce n'est pas nécessaire. Nous sommes ici pour formaliser le plan de prise en charge d'Owen par notre famille. Il n'y a pas de conflit de fiducie. Il y a seulement une question de savoir comment Claire va soutenir son frère à l'avenir. C'était le mensonge. C'était la première étape. Théodore n'a pas regardé la feuille de papier. Il s'est tourné vers son classeur. Howard, j'aimerais lire à haute voix l'inventaire des actifs joints à l'acte de fiducie daté du 4 juin 2003. Allison, pourriez-vous afficher le document à l'écran, s'il vous plaît? L'écran fixé au mur s'est allumé. L'inventaire des actifs est apparu, la maison du lac, la référence cadastrale, la superficie, le numéro de compte du portefeuille, la signature de la constituante, la signature de ma grand-mère avec son petit trait courbe sur le T. La main de mon père sur la table n'a pas bougé. Il avait l'air d'avoir l'habitude de cela. Ce document, dit mon père, a des dizaines d'années. Il ne résonne plus avec les arrangements actuels de la famille. C'était la troisième étape, le déni. Théodore a tourné une page. Howard, il y a également un avenant à cette fiducie datée du 18 avril de l'année dernière. Souhaitez-vous faire un commentaire sur cet avenant? Mon père a regardé ma mère. Je n'ai pas rédigé cet avenant. Théodore, l'avez-vous signé? Je ne l'ai pas signé. Eleanor l'a signé en tant que fiduciaire, ainsi que la constituante. Il y eut une pause. La constituante l'a signé, bien sûr. Allison a cliqué sur son pavé tactile. La page de signature de l'avenant est apparue sur l'écran à côté de la page de signature originale de 2003. Théodore n'a pas parlé. Il a laissé les deux signatures affichées à l'écran pendant 10 secondes. Il a laissé tout le monde regarder. Puis il a dit, Constance, avez-vous signé ce document le 18 avril de l'année dernière? Ma grand-mère a posé sa tasse sur sa soucoupe. Non, Théodore, je ne l'ai pas signé. Êtes-vous saine d'esprit pour faire cette déclaration? J'ai 82 ans, Théodore. Je suis parfaitement saine d'esprit pour faire chaque déclaration que je fais. Étiez-vous dans l'État du Vermont le 18 avril de l'année dernière? J'étais dans l'État du Vermont. J'étais chez mon coiffeur cet après-midi-là. Elle a tourné très légèrement la tête vers ma mère, je n'ai pas signé de document pour la succession de ton père depuis 22 ans, Eleanor. On ne me l'a pas demandé. On ne m'en a montré aucun. La signature sur cet écran n'est pas la mienne. C'était la fivière étape, la révélation finale. Le silence dans la pièce était celui dont je me souviens de la chapelle de l'hôpital la nuit où mon grand-père est mort. Ma mère n'a pas bougé. Mon père n'a pas bougé. Allison a encore cliqué sur son pavé tactile.
L'historique des comptes bancaires est apparu. 19 ans de distribution. 19 ans de retrait. Les lignes surlignées en jaune, 50 000 en 2019, 38 000 en 2020, 42 000 en 2021, 26 000 en 2022, 19 000 l'année dernière. 187 000 $. Aucune de ces distributions, dit Théodore, n'a été faite à la bénéficiaire de la fiducie. Aucune d'elles n'a été autorisée par la bénéficiaire de la fiducie. La bénéficiaire de la fiducie ne savait pas que la fiducie existait il y a encore 2 semaines. C'était la 6e étape. Le silence s'est alourdi après que mon père m'a regardé. Il m'a regardé comme il m'avait regardé sur le parking en 2002. Il a ouvert la bouche. Il n'avait aucune phrase à formuler. Ma mère a commencé à pleurer. Pas fort, pas à chaudes larmes, des petits pleurs mesurés. Les pleurs qu'elle utilisait lors de chaque dîner de famille depuis 22 ans pour mettre fin à une conversation qu'elle était en train de perdre. Cela n'a pas mis fin à cette conversation. Owen s'est levé. Je ne m'attendais pas à ce qu'il se lève. Je ne pense pas que Théodore s'y attendait. Je ne pense pas que ma grand-mère s'y attendait non plus. Il tenait son petit carnet à spirale ouvert à la page qu'il avait dessinée au Carol's Café. Et à regarder nos parents. Vous m'avez dit qu'elle le voulait, dit-il. Vous lui avez dit que je le voulais. Il s'est arrêté. Il a regardé la ligne qu'il avait tracée au milieu de la page. Elle ne le voulait pas. Je ne le voulais pas. Vous nous avez menti à tous les deux. Vous l'avez choisi pour nous. Vous nous avez dit que nous l'avions choisi. Ce n'est pas bien. Il s'est rassis. Il a croisé ses mains. C'était la 7e étape, la perte de contrôle. Mon père a pris sa tête dans ses mains. C'était la 8e étape. Les conséquences. Adélaïde, dans son coin, s'est levée. Elle a traversé la salle de conférence. Elle a posé sa main sur mon épaule. Elle n'a rien dit. Elle n'en avait pas besoin. Ma mère a levé la tête. Son visage était trempé, mais sa voix était petite et serrée. Owen. Owen, mon chéri, nous essayons de te protéger. Il n'a pas levé les yeux. Tu ne m'as pas protégé, maman. Tu t'es servi de moi. Tu t'es servi de moi comme excuse pour faire ça à Claire. Mon chéri, nous ne nous sommes jamais servis de toi. Nous avons tout fait pour toi. Vous avez tout fait contre moi, pas pour moi, dit-il sans aucune colère. Il l'a dit du même ton qu'il utilise pour me dire quelle marque de céréales a changé dans le rayon 6. Mon père n'avait toujours pas levé la tête. Ma mère s'est tournée vers lui comme s'il attendait une instruction. Il ne lui en a donné aucune. Théodore est passé à une page vierge de son classeur. Je vais déposer les requêtes suivantes auprès de la Cour supérieure du Vermont lundi matin, dit-il. Premièrement, une demande de révocation de Howard et Eleanor Whitmore de leur rôle de fiduciaire, pour juste motif. Deuxièmement, une demande de nomination d'un fiduciaire successif, à savoir moi-même, conformément à l'acte de fiducie original. Troisièmement, une mise en demeure de restitution des distributions non autorisées, majorée des intérêts courus, exigibles sous 90 jours. Il n'a pas haussé le ton. Il lisait comme s'il lisait sa liste de courses. L'avenant daté du 18 avril de l'année dernière sera déposé auprès du tribunal comme nul et non avenu. Quant à savoir si le procureur général décidera de poursuivre la falsification de signatures au pénal, ce n'est pas ma décision. Ma responsabilité est envers la fiducie et ma cliente. Il a regardé ma grand-mère. Il m'a regardé, nous qui étions toutes les deux dans cette pièce. Helen Bowers, la notaire, a fait glisser une liasse de documents de l'autre côté de la table vers mes parents, 2 ensembles de documents, des décrets de consentement, des démissions de fiduciaires, un calendrier de remboursement. Vous pouvez signer maintenant, dit Théodore, ou vous faire notifier par huissier. Mon père a levé la tête. Il a regardé les papiers. Il a regardé sa femme. Il a regardé sa mère. Il a pris le stylo qu'Hélène avait posé sur la table. C'était un gros stylo à billes. Le man blank était toujours sur le plancher de notre salle à manger à 35 miles de là. Il a signé la première page, puis la deuxième, puis la troisième. Ma mère a signé sans lire. Théodore les a regardés signer. Il n'a pas triomphé. Il avait l'air fatigué, d'une manière que je ne lui avais jamais vue. Une fois les documents signés,
Ma grand-mère a versé du thé de sa théière Wedgwood dans sa propre tasse. Elle n'en a pas proposé à mes parents. Howard, dit-elle, tu es mon fils depuis 61 ans. Tu resteras mon fils. Je ne te recevrai cependant pas sur Seymour Street dans un avenir prévisible. Si tu souhaites m'envoyer une carte pour Noël, je préférerais qu'elle ne soit pas signée par Eleanor. Elle s'est tournée vers ma mère. Eleanor, je suis désolé que tu aies pensé que ta seule option était de contrefaire ma signature. J'aurais préféré que tu me le demandes. Ma mère n'a pas répondu. Ma grand-mère a bu une gorgée de son thé avant d'ajouter, si vous avez déjà dû fixer une limite qui vous a coûté une famille, prenez une inspiration ici. Je veux que vous vous rappeliez que cela leur a coûté à eux aussi. Juste plus tard, et de manière bien plus retentissante. Restez avec moi. Les 3 dernières minutes sont celles qui ont le plus compté pour moi. C'est maintenant le mois de février, 3 mois plus tard. La maison du lac est encore à moitié gelée sur la rive. Le ponton est toujours enveloppé dans sa bâche. La mangeoire à oiseaux au-dessus de la fenêtre de la cuisine est très fréquentée. La restitution civile de la fiducie a pris 6 semaines. Mes parents ont signé un décret de consentement. Ils remboursent les 187 000 $ selon un échéancier avec intérêt. Ils ne sont plus fiduciaires. Le procureur n'a pas engagé de poursuite pénale pour la contrefaçon de signature. La contrefaçon est documentée, l'avenant est nul. Owen a emménagé dans la maison du lac la 2e semaine de janvier. C'est lui qui l'a choisi. Il a pris la chambre qui fait face à l'eau. Il a organisé son planning chez Anafor avec un collègue qui vit en ville et le prend en voiture pour ses services. J'ai embauché une coordinatrice de soins nommée Maeve qui passe 2 fois par semaine. C'est Owen qui l'a choisi elle aussi. Je descends chaque samedi. Je ne reste pas dormir. Il aime avoir la maison pour lui seul le samedi soir. Il a une liste de films qu'il regarde les uns après les autres. Je n'ai pas parlé à mes parents depuis le 13 décembre, sauf une fois. Ils sont venus à mon appartement le dernier dimanche de décembre. Je les ai laissés entrer. Je ne leur ai pas proposé de café. Ils se sont assis sur le canapé. Ma mère pleurait. Mon père n'a rien dit. J'ai dit une seule chose, vous ne m'avez pas laissé le choix pendant 22 ans. Je fais de même pour vous. J'ai ouvert la porte. Je l'ai gardée ouverte. Ils sont partis. J'ai rendu mon appartement fin janvier. J'ai acheté une petite maison à Burlington avec la première distribution du portefeuille de la fiducie. Elle possède un porche, une chambre d'amis et un jardin pour un futur chien. La première chose que j'ai déballée dans ma cuisine a été mon Moleskine noir. Je le garde sur le comptoir à côté du classeur des patients, comme je l'ai toujours fait. Allison est montée de Boston pour la signature de l'achat. Elle avait apporté du champagne dans sa sacoche d'ordinateur. Elle ne boit pas de champagne, elle l'avait acheté pour moi. Nous ne l'avons pas ouvert cet après-midi-là. Je l'ai gardé pour le samedi où Owen a emménagé dans la maison du lac. Theodore Whitman m'appelle le premier mardi de chaque mois. Il me présente les comptes de la fiducie de la même voix calme qu'il avait au téléphone en novembre. Les chiffres grimpent. Le toit de la maison du lac sera remplacé ce printemps. Il a engagé un inspecteur immobilier pour le hangar à bateaux. Je signe des documents. Ma grand-mère apprend le rami à Owen. Elle lui a dit qu'il n'avait pas le droit de gagner avant au moins 1 an, car elle a travaillé dur pour rester la championne de la famille. Il a accepté ses conditions. Je n'ai plus rien signé qui porte l'étiquette des dents depuis le 13 décembre. Je ne le ferai plus jamais. Le week-end dernier, j'étais assise avec Owen sur le porche de la maison du lac. Il s'était préparé un sandwich au beurre de cacahuète et l'avait coupé en 4 quarts parfaits sur une assiette. Il le mangeait un quart à la fois. Il a pointé du doigt un grand pic noir sur le bouleau blanc près du ponton. « Claire, a-t-il dit, en voilà un des tiens. »« Des miens. Tu as dit que tu en avais vu un quand tu avais 9 ans, lors du pique-nique. » Je l'ai noté. Il a sorti son petit carnet à spirale de sa poche arrière. Il l'a ouvert à une page vers le début. Là, avec son écriture soignée, datée d'octobre 2002, se trouvait cette phrase, « Claire a vu un grand pic noir. » Elle a dit qu'il était magnifique. Il a souri, son petit sourire, « Je prends de bonnes notes », dit-il. J'étais assise sur le porche. J'ai observé l'oiseau. J'ai observé mon frère manger son sandwich un quart à la fois, dans sa propre maison,
sur sa propre terre. Par un samedi après-midi qu'il avait choisi. Il n'était pas ma prison. Je n'étais pas son gardien. Nous étions simplement deux personnes sur un porche.